Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur l'apprentissage de Python dans laquelle nous allons parler des tests conditionnels grâce aux mots-clés if, elif et else. J'espère que vous avez suivi la vidéo précédente car elle est d'une extrême importance pour pouvoir comprendre celle-ci. Avant de démarrer sur le cœur du sujet, on va parler de la notion de bloc en Python. Alors qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc, c'est un ensemble d'instructions, d'accord? Et chaque nouveau bloc est défini par ce que l'on appelle des tabulations. Une tabulation en informatique, c'est 4 espaces, c'est généralement 4 espaces mis les uns à la suite des autres, et on peut rapidement créer une tabulation en appuyant sur la touche Tab qui se trouve au-dessus de la touche Caps Lock. Vous pouvez donc appuyer, vous voyez, sur Tab pour pouvoir créer une tabulation. Donc, ici, je vais donc créer un bloc. Si je fais un retour à la ligne et que je fais une tabulation, ici, j'aurai un nouveau bloc. Si je refais une tabulation, j'aurai un nouveau bloc. Et dans ce bloc-là, je pourrais par exemple avoir des instructions. Instruction 1. Si je me mets au même niveau, je pourrais avoir une instruction 2. Si je me mets au même niveau, je pourrais avoir une instruction 3. Donc toutes ces instructions ici, donc attention, hein, c'est pas du vrai Python, hein, c'est juste pour vous donner un exemple. Toutes ces instructions-là ici sont tabulées et se trouvent dans ce bloc-là. Si je reviens à la ligne et que je me mets à ce niveau-là, au niveau de l'indentation de mon code, si je crée une instruction ici, elle appartiendra à ce bloc, d'accord? Puisqu'elle n'est pas indentée au même niveau que les autres instructions ici qui se trouveraient dans ce bloc-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre au fur et à mesure quand on va découvrir les conditions. Mais en introduisant ici la notion de bloc, ça sera, je pense, plus simple quand on arrivera aux mots-clés if, elif et else. En parlant de ces mots-clés, eh bien c'est parti, nous allons découvrir leur fonctionnement en créant un simple programme. On va déclarer une variable âge qui sera égale à 18, donc un nombre entier, et on va tester grâce au mot-clé if, qui veut dire si d'ailleurs en anglais, une condition. La condition que l'on va tester, on va la placer juste après un espace, après avoir écrit le mot-clé if. Et la condition qu'on va tester, c'est si l'âge est supérieur ou égal à 18. Ensuite, pour terminer notre en-tête de test conditionnel, on va appuyer sur la touche 2 points. Et quand on va faire un retour à la ligne, on va se placer dans un autre bloc. Et vous remarquez que PyCharm, l'IDE, nous a automatiquement tabulé notre curseur. Donc là, le test qu'on est en train de faire, c'est si l'expression booléenne qui se trouve ici nous renvoie true, à ce moment-là, on va rentrer dans ce bloc-là. Après les 2 points et une indentation pour signifier le nouveau bloc, on va pouvoir exécuter toutes les instructions qui se trouvent sur le même bloc. Donc là, si je fais un print de tu es majeur et que je reviens à la ligne, je pourrais écrire un nouveau print. Tu peux entrer en boîte de nuit, par exemple. Vous remarquez que les lignes qui sont ici sont le contenu du bloc défini par la condition. Donc, qu'est-ce qui va se passer si l'âge est supérieur ou égal à 18, l'ensemble des conditions, des instructions qui se trouvent à l'intérieur de ce bloc vont être exécutées. Donc si je fais un run, vous remarquez que ça met bien, tu es majeur, tu peux entrer en boîte de nuit. Mais maintenant, si j'ai 17 ans, qu'est-ce qui va se passer et que je fais un run? On n'aura absolument rien d'affiché à l'écran. Si je vais, dans mon programme, mettre un nouveau print ici, toujours là, et que je fais un run, vous remarquez que ça m'affiche quand même toujours là. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans le même bloc. Remarquez que l'indentation ici n'est plus la même. Je suis ici sur l'indentation principale de mon programme. Donc je suis sorti du bloc de test de condition. Donc là, on a l'entête du bloc qui teste une condition. Ici, tabulé, on a l'ensemble des instructions qui sont contenues dans notre test. Et ensuite ici, comme je suis revenu sur la tabulation initiale, j'ai pu afficher, j'ai pu appeler ici notre instruction qui m'affiche toujours là. Donc dans tous les cas, cette instruction ici sera affichée. D'accord? Maintenant, on aimerait faire quelque chose dans le cas où on n'a pas 17 ans. Alors on pourrait très bien dire sur un nouveau if, si on est inférieur à 18, blablabla. Mais c'est pas pratique. Là, on aimerait pouvoir faire tout dans un seul système. On aimerait pouvoir ici mettre
par exemple, else, suivi de 2 points, et dans un print, pouvoir mettre tu n'es qu'un gamin, par exemple. Si je run, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un gamin, et effectivement, toujours là et toujours affichée, puisque elle n'est pas considérée dans les blocs du if-else. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Si la condition ici est true, renvoie true, on va afficher, on va exécuter pardon, le contenu de ce bloc-là. Si la condition ici est false, on va passer directement dans le bloc else, d'accord? Qui va donc exécuter toutes les instructions qui se trouvent dans son bloc. Donc là, je pourrais très bien aligner une autre instruction sur la même tabulation et dire profite encore de ta jeunesse. Et là, je pourrais faire un run et vous voyez que ça m'affiche encore profite encore de ta jeunesse. Donc voilà, donc là on a fait un test if, else, mais on pourrait aussi très bien dire qu'on aimerait tester d'autres conditions, toujours dans la même structure. Je pourrais très bien me mettre ici et dire elif, ce qui signifie sinon si, pour pouvoir tester une nouvelle condition. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, end étudiant. Étudiant étant une variable que l'on va déclarer, parce que sinon Python ne la connaît pas. Et on va dire que étudiant est égal à true. D'accord? Or, pardon, étudiant, excusez-moi. Étudiant est une variable booléenne égale à true. Je vais mettre un print ici. Et je vais dire tu es étudiant. Je vais mettre comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer dans le test suivant? Si on arrive à âge supérieur ou égal à 18 et que la condition nous renvoie false, ce qui est le cas ici puisque âge égale 17, on va aller ici parcourir les autres blocs et on retrouve un bloc elif qui est le raccourci pour dire else if. Et le else if va tester une autre condition, une autre expression booléenne. Vous remarquez que ici l'expression booléenne c'est âge supérieur ou égal à 18 hors étudiant. Alors là en l'occurrence âge supérieur ou égal à 18 ne sert à rien puisqu'on a déjà vérifié qu'elle n'était pas vérifiée ici, mais c'était pour l'exemple de mettre, vous voyez, un opérateur OR. On pourrait très bien mettre ici Toto égale 5 et dire si Toto est supérieur ou égal à 4 par exemple, ou étudiant, ou Toto supérieur ou égal à 20 hors étudiant. Donc là c'est vraiment une variable arbitraire, mais c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc si Toto est supérieur ou égal à 20 ou qu'on est étudiant, donc Toto n'est pas supérieur ou égal à 20, donc cette partie ici est false, mais comme étudiant égale à true, on va rentrer dans ce bloc-là, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le fil d'exécution? On arrive à cet endroit-là, on détermine que la condition est false, donc on saute toutes les instructions contenues dans ce bloc-là. On arrive au elif, d'accord? On remarque cette nouvelle expression. Il y a un des deux termes qui est vrai, donc du coup, on va rentrer dans ce bloc-là et on va afficher « tu es étudiante ». Et on ne va pas passer par le bloc else puisqu'on est rentré déjà dans une condition. D'accord? C'est très important à noter, c'est que c'est un choix qui est effectué, c'est-à-dire c'est ou ça, ou ça, ou ça. D'accord? Le else arrivant dans le cas où aucune des conditions n'a été analysée à true. Donc là, si je fais un run, vous remarquez, tu es étudiant. Donc ça veut dire que je n'ai pas un âge qui est supérieur ou égal à 18 et que Toto est bien supérieur ou égal à 20 ou que étudiant est à true. D'accord? Vous pouvez enchaîner les elif. Hein. Par exemple, là, je pourrais mettre un autre elif en disant Toto, supérieur ou égal à 20 inférieur ou égal à 32 par exemple, avec un autre point ici, print Toto est bien inférieur ou égal à 32. Je pourrais écrire une nouvelle chaîne de caractères ici. Et là, si par exemple j'étais pas étudiant, donc étudiant égale false, et que Toto il est supérieur à 20, puisque si on n'est pas passé dans ce
dans ce bloc, pardon, ici il faudrait que je mette inférieur ou égal à 20, excusez-moi. Si on n'est pas passé dans ce bloc ici, Toto, ça veut dire qu'il n'était pas au moins supérieur ou égal à 20. Donc là il faudrait que je mette Toto qui vaut, par exemple on va dire Toto il vaut 12. Donc ce bloc là n'est pas valide puisque Toto il n'est pas supérieur ou égal à 20 et qu'on n'est pas étudiant. Mais dans le cas où Toto il est inférieur à 20, on nous affichera Toto est inférieur ou égal à 20. Donc, si je fais un run, qu'est-ce qui se passe? Toto est bien inférieur ou égal à 20. C'est exactement le cas qui est là. Maintenant, si je mets Toto à 30, on ne rentrera plus dans ce test conditionnel ici, puisque ici, un des deux termes englobant le OR est true. J'aurais pu mettre aussi un end ici. Dans ce cas-là, tu n'es qu'un gamin. Pourquoi? Parce que on passe dans aucun des tests qui est effectué ici. C'est-à-dire qu'aucun des tests ne nous renvoie la valeur vraie. Donc voilà, là on a découvert le principe fondamental du if, else if, elif et else. Il faut savoir que dans plein d'autres langages tels que par exemple l'ActionScript, le C, le C++, on retrouve des structures qui s'appellent le switch case. Le switch case étant, je le montre ici très rapidement, mais ça n'existe pas en Python. C'est un switch qui est fait sur une variable, par exemple Toto, et on peut définir des cas. Donc dans le cas où Toto vaut 0, à ce moment-là, faire ça, on break. Et dans le cas où Toto vaut 2, on fait cela, on break, etc. Et là, il faut savoir que ça n'existe pas en Python, donc ne cherchez pas cette structure si vous venez d'un autre langage et que vous découvrez le Python avec moi. Par contre, je vais vous montrer un autre truc qui est vachement intéressant, c'est les conditions ternaires qui existent en C écrites d'une autre manière, d'une autre syntaxe qu'en Python. Mais en Python, je trouve que c'est un peu plus lisible. Donc c'est une manière de rapidement affecter une valeur à une variable sous une certaine condition. Je vais vous donner un exemple concret. On va dire que âge est égal à 18. D'accord? Et on va définir une variable qui s'appelle boîte de nuit. Et dans le cas... on va affecter une valeur. Ça sera entrée. On va le mettre comme ça. Entrée, if... Et là, on va tester une condition. Âge est supérieur ou égal à 18. Else, sortez. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer sur cette ligne? Je vais afficher boîte de nuit à l'écran. Je vais faire un run pour vous montrer. Vous voyez que là, ça me met entrée. C'est-à-dire le contenu de la variable boîte de nuit est entrée. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? La boîte de nuit va être égale à entrée si, condition, l'âge est supérieur ou égal à 18. Et dans le cas où âge n'est pas supérieur ou égal à 18, à ce moment-là, ça va nous écrire sortez. D'accord? Mais j'aurais très bien pu mettre deux types différents, ce qui n'est pas possible en C ou en C++, puisqu'il s'agit de langage typé, typé fortement. Mais là, comme cette variable n'a pas encore reçu son type, au moment où l'on se trouve dans ce test conditionnel, je peux écrire par exemple ici n'importe quoi, autre chose, un nombre à virgule flottante, et il va choisir soit entre une chaîne de caractères, soit entre un nombre à virgule flottante. Il va remarquer que si je lance là, bon là il a choisi la condition, là, il a choisi de valider la condition, donc il a laissé entrer. Et si je mets 15 ici et que je lance le programme, vous voyez qu'il a choisi l'autre valeur qui est une valeur de type float. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter les ternaires. Alors sachez que les ternaires elles sont utilisées, mais pas, on n'est pas obligé de les utiliser. On pourrait très bien utiliser des if normaux. Je pourrais très bien faire ici if âge supérieur ou égal à 18. Alors sur un autre bloc, boîte de nuit est égal à entrée else boîte de nuit est égal à sortir. Vraiment, ces deux codes sont équivalents. Celui-ci et celui-ci. Remarquez que là, c'est quand même plus rapide de l'écrire sur une seule ligne, mais bon, ces deux codes sont vraiment équivalents.
Je vais juste revenir un petit peu sur PyCharm parce que vous me voyez peut-être aller un petit peu plus rapidement sur PyCharm. Il y a de la complétion automatique, là j'ai changé un peu de sujet, mais il y a de la complétion automatique qui vous permet très rapidement d'accéder aux différentes choses. Par exemple, si je tape BOIT, vous voyez qu'il m'affiche très rapidement une boîte. Si j'appuie sur Entrée, ça vient me compléter automatiquement ma variable, parce qu'il l'avait déjà remarqué. Il analyse en fait ce que l'on est en train d'écrire syntaxiquement parlant, et il nous aide dans l'écriture de nos programmes. Donc là, si je fais if age supérieur ou égal à 18, si j'appuie sur 2 points et que je fais entrer, vous voyez qu'il me met automatiquement la tabulation Toto. Et si je fais un else et que je fais un entrée, il faut que je mette du code valide ici, Toto égale 3 égale 2. Et là, si j'écris un else et que je fais 2 points et retour à la ligne, théoriquement, je vais le réécrire parce que j'ai dû faire une erreur. Toto égale 2. Et si je fais un else ici et que je fais un retour à la ligne, il est censé me remettre... il est censé me remettre mon else à la ligne. Mais c'est pas très grave. Je fais un test rapidement. Ouais, bon, apparemment ça fonctionne. C'est pas... Enfin, c'est pas un problème syntaxique que j'aurais raté, mais théoriquement il est censé me mettre le retour à la ligne ici. Donc ça c'était pour la petite parenthèse concernant l'éditeur, c'est pour ça que des fois je vais un peu plus vite que de taper tout à la main. Maintenant je vais rentrer dans la vidéo suivante dans un point extrêmement important qui concerne les variables. Donc on va revenir un peu sur les variables et sur ce que l'on appelle le scope, c'est-à-dire la portée des variables. Donc je vous propose de découvrir cette notion dans la vidéo suivante. En tout cas, merci d'avoir suivi déjà cette vidéo. J'espère que la formation vous plaît. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo.